Et on va enchaîner, si Norbert est prêt pour la fameuse séance de questions-réponses. Norbert, êtes-vous prêt? Je suis prêt, je suis prêt. Formidable. Alors, on va commencer par la question la plus votée, qui est une question de Laurent. Est-ce que vous avez acheté les meubles avec le château ou certains meubles avec le château, ou est-ce seulement votre collection personnelle? Oui, cher Laurent, alors il y avait très peu de choses dans ce château. Il y avait une table cassée, une armoire de cuisine des années 50, donc c'est pas très glamour. Et alors, j'ai eu, rapidement une histoire, j'ai rencontré des descendants de la famille Agnel qui m'avaient dit qu'en 17, ils ne croyaient plus à la victoire de l'Allemagne. Et donc, ils ont rapatrié la plupart du mobilier sur Munich. Ils m'ont dit, c'est toujours dans un dépôt et nous voudrions rendre ce mobilier au château. Ce qui est quand même un geste extraordinaire. Donc, nous sommes partis avec un camion sur Munich et une grande partie du mobilier est revenue. J'ai eu quelques dons aussi et ensuite j'ai complété. Donc, j'ai réussi à reconstituer le mobilier du château tel qu'il était au 19e siècle. Et une très bonne transition aussi. Dans quel état, Florent demande, dans quel état avez-vous repris le château? Pour les meubles, on a saisi, mais est-ce qu'il était abandonné? Est-ce qu'il était en très mauvais état au moment du rachat? Il était abandonné. Et il avait un concierge qui m'avait dit qu'il n'avait pas le droit de toucher à quoi que ce soit, ça l'arrangeait bien. Et donc, c'est vraiment, ça partait à volo et je l'ai rattrapé à la dernière seconde. Les murs, le gros œuvre était en bon état. Alors, je n'aurais pas eu le courage de m'attaquer donc à une ruine, parce que des gens achètent des châteaux avec des grandes lézardes dans les murs, etc. Je n'aurais pas eu le courage. Donc, le gros œuvre en bon état. Le toit, c'était une catastrophe. Donc, au début, on a mis plein de bassines en haut pour essayer d'être à peu près à l'abri de la pluie. Et au fil du temps, nous avons réparé le toit. Mais tant que l'eau n'entre pas et que les murs sont solides, après, le diable est dans le détail, comme on le sait. Et Dieu sait qu'il y a plein de petits diables. Est-ce qu'il y a eu pas trop de dégâts à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'il a été occupé par les Allemands, la résistance, autre? Alors, pendant la dite drôle de guerre, donc à partir de 1939, il y avait bien sûr les Français qui avaient élu ce château comme quartier général. Et au printemps donc 40, les Allemands arrivent, alors d'une façon relativement courtoise, demandent aux Français de sortir, c'est ce qu'ils ont fait, c'était peut-être prudent, et sont installés là, et c'est donc le quartier général de l'armée allemande jusqu'en octobre 44 où les Américains arrivent. Et donc ils ont donné une rafale de mitrailleuses. Donc, on voit encore les impacts dans les murs, ce qui a fait sauter un mascaron et on voit les impacts. Bon, c'est l'histoire. Et donc, les Allemands sont sortis immédiatement. Et donc, heureusement, le château n'a pas été touché, à part ces quelques impacts par la guerre. D'accord. Alors, vous avez parlé de la famille Agnel, des descendants. Florent demande, est-ce qu'ils sont venus aussi visiter le château? Vous semblez être très germanophile et soucieux du passé de ce beau monument. Oui, alors il représente un peu ma modeste personne, parce que j'ai une maman allemande et un papa français. Et quand j'étais gamin, on me traitait de Bosch. Et c'était un peu l'histoire du château, parce qu'on disait, encore quand je l'ai acheté, je sais au premier jour du patrimoine, il y a un couple bien français qui dit, c'est un château allemand. Et je dis, ja, was haben Sie gegen Deutsche, liebe Leute, hein? Vous détestez les Allemands? Bon, ils ont rougi un peu. Voilà, donc je me suis reconnu, il est vrai, je me suis reconnu dans l'histoire du château. Je me sentais un peu mal aimé dans les jeunes années. Le château était mal aimé parce que allemand. Et donc, je me suis totalement identifié à la maison. Oui, oui. Alors, donc, pour revenir à la famille Agnel, donc effectivement, j'ai d'excellentes relations. Ils sont venus un jour dans le parc. Ils pensaient que le château était totalement abandonné. J'ai découvert, en fait, en marchant dans le parc, ça devait être en 1996, et ils m'ont dit, j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est privé? Il m'a dit, nous sommes allemands, ça nous intéresse. J'ai dit, chers amis, mais écoutez, c'est malgré tout privé, même si vous êtes allemand. Il dit, mais je suis l'arrière-petite-fille de John von Agnel.
Je dis, mais entrez, vous êtes les bienvenus, Champagne, vous êtes chez vous. Le début d'une belle histoire voilà, qui a réuni nos deux familles. Très sympa. Avec eux. Ils m'ont donné beaucoup de documents anciens, etc. Oui, c'est intéressant, c'est sûr. Et est-ce que vous chinez toujours, demande Florent, et est-ce qu'il y a toujours de la place pour de nouveaux objets? Florent, je chine toujours. Au grand désespoir de mon épouse, qui n'en peut plus, la nature a horreur du vide, et comme je suis très nature, donc j'arrive à remplir le moindre espace. Et donc il faudrait faire une extension peut-être du château. Mais... Ah oui, bonne idée. D'ailleurs, vous le voyez un peu derrière moi, oui, c'est un bazar. C'est mon bazar un peu créatif, là. Vous êtes dans mon bureau. Donc vous voyez à peu près, voilà. Je m'explique. Et il y a Laurent qui demande, est-ce que le château est classé ou inscrit? Ou pas du tout? Oui, si. Alors c'est moi qui ai mis en route l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, parce qu'il n'était pas protégé, parce que allemand. Encore il y a quelques décennies, vous voulez passer le bulldozer sur la gare de Metz, parce qu'allemande, et maintenant, soi-disant, c'est la plus belle gare de France, il faudrait savoir. Bon, heureusement, le temps a passé, et puis les anciennes rancœurs disparaissent. Et donc, au moment où je suis allé voir donc, les bâtiments de France pour la protection, on m'a dit justement, pensez à vous, on allait le protéger, donc ce qui est fait maintenant. Bon, ben super, très bien. Et est-ce qu'il y a une descendance pour reprendre la suite de votre travail? Mon enfant a un problème, c'est ce château, donc je n'ai pas eu le temps de fabriquer des enfants. Et alors j'ai des petites nièces, mais qui ont vraiment a priori autre chose à faire que de s'occuper d'un vieux château, et d'ailleurs d'un vieil oncle. Ça c'est pour leur clin d'œil. Voilà. Et donc, je ne sais pas. Alors, j'ai des amis bien placés qui me disent, mais fais une fondation. Je ne sais pas. C'est vrai que ce serait dommage que toutes ces collections terminent en salle des ventes et que ce soit dépareillé. Mais je me sens, malgré mon âge avancé, j'ai comme 72 ans, jeune et dynamique. Donc, je vais avoir de bonnes années de vie devant moi. C'est sûr, c'est sûr. Et est-ce qu'il est ouvert régulièrement quand même au public, justement, ou seulement à l'occasion d'événements ou des journées du patrimoine? Juste pour être clair là-dessus, pour que... Oui. Alors, il est ouvert aux journées du patrimoine. Visite ce rendez-vous pour les groupes à peu près à partir de 10 personnes, là tout est possible. J'avais avant le Covid quelques journées de visite pour l'individuel. Que je vais remettre en place. Bon, ça vous verrez sur le site châteaudelandonvillers.com, je mettrai les infos. Quand c'est une maison privée, c'est un peu difficile à gérer parfois. Mais j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de gens veulent le voir. Et surtout, je pense, suite à votre émission, cher Olivier. D'ailleurs, parenthèse, j'ai oublié de vous féliciter. J'ai découvert avec vous tous le film. Ah oui, c'est vrai. Oui, vous avez fait un travail magnifique. Merci du fond du cœur, Olivier. Merci à vous pour votre accueil. C'est un plaisir de faire découvrir des châteaux comme le vôtre. Allez, on enchaîne avec le fameux instrument. Comment apprend-on à jouer de cet instrument? C'est du pré-Jean-Michel Jarre, en fait? C'est du pré-Jean-Michel Jarre, oui. Il s'en est servi un peu, mais il le maîtrisait mal. Il faisait que des bruitages avec, donc honte à lui. Donc c'est l'ancêtre du synthétiseur. Donc c'est le premier instrument électronique inventé au monde. Et donc il a été totalement oublié. Donc ça a été inventé en 1919. Ça a eu ses heures de gloire dans les années 20-30. On l'associait souvent au spiritisme. On disait c'était la musique des sphères, la musique de l'au-delà. C'est vrai qu'il y a un côté mystérieux. Et ensuite ça a été oublié. Et ça a été nouveau ressuscité par Robert Moog, ou Moog, selon les prononciations, qui est un peu le père du synthétiseur actuel, et qui a de nouveau recréé quelques modèles. Et là, ce modèle que j'ai m'a été construit à ma demande par un ingénieur américain que j'ai fait envoyer des États-Unis, qui m'a coûté un peu d'argent. Mais c'était tellement extraordinaire. Quand on aime, on ne compte pas. Et vous avez appris comment alors sur YouTube? Alors, on voit encore des enregistrements filmés des années 20-30. Alors, les théréménistes s'inspirent un peu de ça.
C'est plutôt intuitif. Bon, maintenant, il y a quelques théréministes qui ont tenté de créer une méthode, mais qui ne sert à pas grand-chose. Bon, je crois qu'il faut être musicien, avoir l'oreille musicale, voire absolue. Ça, c'est essentiel, parce qu'on n'a aucun repère. Hein, donc c'est pas que je tourne sur un clavier. En plus, c'est une progression logarithmique, donc c'est pas du tout comme un piano. Donc c'est l'intuition et l'oreille musicale et beaucoup de travail. Oui, j'imagine, des heures. Et en parlant de travail, ça a dû être aussi un gros travail de constituer cette fameuse collection qui, et on nous demande quand avez-vous commencé, vous l'avez dit dans la vidéo, si je ne me trompe pas, c'est à 16 ans. Oui. Pourquoi avoir commencé cette collection à 16 ans? Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans et pourquoi avoir continué? Mon père possédait une icône, donc j'étais fasciné par cette icône. Alors, je ne suis ni orthodoxe, ni russe, ni, comme je disais, croyant, je ne sais pas, gravement mystique, c'est sûr. Et j'étais vraiment fasciné par la beauté de cette première icône. Et à l'âge de 16 ans, j'ai réussi en salle des ventes à acheter 2 icônes. Il est vrai que le gouvernement soviétique n'appréciait pas du tout les icônes. Alors, jusque dans les années 50-60, on les brûlait, on les cassait. Après, on se rendait compte qu'on pouvait les échanger contre quelques dollars. Alors ça, l'Allemagne étant un peu l'entonnoir où arrivaient les choses des pays de l'Est. Donc, on salle des ventes, souvent en Allemagne. Je trouvais dans un vieux carton de lessive des vrais trésors en fin de vente. Allô, d'icône, ça intéresse quelqu'un? Moi, fond de la salle? Oui, moi. Et donc, j'ai pu acheter des choses merveilleuses. J'ai pris des cours également à l'école du Louvre et auprès d'une restauratrice russe. Et donc, ça s'est monté comme ça. Et à un moment, j'en ai acheté encore 3-4, j'en ai revendu une. Et ensuite, la collection s'est montée de cette façon-là. C'est vraiment un marché niche. Et à un moment, on m'a demandé si je voulais pas faire les salons des antiquaires. Je n'étais pas marchand. Alors, moi, je suis devenu marchand. Donc, pendant 25 ans, j'étais également marchand d'art spécialisé dans l'icône. Ok, très bien. Alors là, on va revenir sur le côté musique. Votre fameuse guitare électrique, c'est pour le plaisir ou vous faites de la musique vraiment, vous faites des concerts réguliers, etc. ou c'est comme ça pour le plaisir? Ah non, c'est bien plus, c'est ma seconde vie, mais je le dis, ne le répétez pas. Donc, j'ai appris la guitare vers 12 ans. Bon, c'était l'époque du English Blues Revival. Donc, justement, monsieur John Mayall est mort, il y a 24 heures. Je suis très triste. C'était un peu le pape du blues. Et donc, j'ai appris la guitare très jeune. C'est l'époque, effectivement, du retour du blues. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant, surtout l'improvisation, parce que c'est vraiment un prolongement comme ça des émotions, des sentiments qu'on peut transmettre à travers la guitare. Il est vrai aussi que je suis un timide qui se soigne, donc la guitare me permettait de communiquer. Et donc ensuite, dans les années, fin des années 60-70, j'avais monté un groupe qui tournait très très bien. Donc c'était un peu à l'époque post-Woodstock. Donc il y avait beaucoup de festivals, etc. Et pendant 3 ans, en sortant plus ou moins de fac, j'étais professionnel. Donc je tournais en professionnel et je pensais en faire une carrière. Mais comme le disait ma maman, qui parlait allemand, qui disait Brotlose Kunst, l'art qui ne nourrit pas son homme. Je crois qu'elle avait raison. Et donc, je dis, ce sera un beau loisir. Et donc, j'ai toujours un groupe, c'est miraculeux, avec lequel je tourne. Et d'ailleurs, samedi, on va avoir un beau concert. Et au cours du mois d'août, quelques concerts dans la région de Metz, également à l'international. Et donc, le groupe s'appelle Dr. No Blues Band. Donc, c'est Dr. No and the Blue Pills. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas de Facebook parce que j'ai remonté, je vais refondre tout ça. Mais voilà, donc vous avez toutes les informations. Et c'était une belle guitare, c'est une Fender Stratocaster du Custom Shop. C'est un peu le Stradivarius de la guitare électrique. Bravo pour ça. Et on a eu droit à un CD que vous avez donné à Edith, ma femme, qu'on a écouté dans la voiture, parce qu'il y a encore le lecteur CD dans notre voiture. Donc, on l'a écouté, on a pris du plaisir, sympa, franchement sympa. Donc, bravo pour ce que vous faites. Merci. Ceci étant dit, on revient sur le château avec 2 petites questions techniques. Est-ce qu'il y a une terrasse extérieure avec une vue sur la région? Et une autre question en même temps de Laurence. Est-ce que le lustre est en uraline? Alors, le
la terrasse. Effectivement, il y a une terrasse, il y a deux terrasses, une terrasse un peu plus basse, que je n'utilise pas souvent parce que là, j'ai décidé de louer cet espace, de mettre l'appartement en location. J'ai une terrasse au-dessus du jardin d'hiver, il y a une très très belle terrasse avec ses créneaux. Et on dîne souvent le soir, des couchers de soleil fabuleux. Mais nous avons de gros problèmes d'étanchéité, comme tous les toits plats, les terrasses. Alors ça, c'est un gros souci. Et je suis en train de tenter de remplir ma tirelire pour financer les travaux sur cette terrasse. Mais c'est un lieu absolument fantastique. Oui, oui. Mmh. Et le lustre en uraline, alors? Le lustre, je ne sais pas du quel lustre on parle. Ça doit être celui après le jardin d'hiver dans la grande salle. Ah, ça, c'est le travail de ferronnerie. C'est de la ferronnerie, ouais. Alors, on va tout doucement se quitter, Norbert. On a fait le tour des questions. Avant de conclure, bien évidemment, je vais céder la parole à Norbert, comme d'habitude, pour le mot de la fin. Juste vous rappeler à tout le monde qu'on se retrouve dès la semaine prochaine. On enchaîne tous les jeudis avec le château de Tézan. Donc, on change d'ambiance et de région. On est en Provence. Le climat est à peu près équivalent à la Lorraine, faites-moi confiance. On est sur un château du XVIe et du XVIIe siècle. Donc, c'est vraiment un château intéressant qui a été acheté par un couple et ils sont en train de le restaurer avec des pièces fantastiques, vraiment. Et ça va être vraiment quelque chose. Les pièces que vous voyez là, ce sont des pièces qui n'étaient pas ouvertes au public. Ils ont été ouvertes cet été, en juillet, me semble-t-il. Donc, vous allez les voir un petit peu en exclusivité. Et c'est vraiment un château pour lequel j'ai eu un coup de cœur, un peu comme à Landonvillers. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous, c'est jeudi à 19h. Et maintenant, je cède la place et surtout la parole à Norbert pour qu'il puisse conclure cette émission. J'en profite pour vous remercier tous d'avoir regardé, d'avoir participé une nouvelle fois très nombreux à cette émission. Et évidemment, je remercie Norbert et son épouse de nous avoir accueillis au château de Landonvillers. À très bientôt. Je vous encourage à aller sur le site internet. J'ai mis le lien dans le chat. Cliquez et allez voir. Il y a plein d'infos qu'on n'a pas données dans cette émission. À très vite. Norbert, c'est à vous. Oui, donc je me joins à Olivier pour vous dire merci d'avoir été là, d'avoir regardé. Vous êtes les bienvenus. Quand vous venez, vous m'appelez, vous dites « je viens de la part d'Olivier », donc vous serez bien reçus. On pourra même peut-être organiser une visite privée, très confidentielle. Voilà, alors ce que je voulais vous dire, si vous cherchez des sensations fortes, n'allez pas dans un parc d'attractions. Pour avoir un vrai manège à sensations, achetez-vous un château. Il y en a à vendre, il y a des châteaux qui n'attendent que vous et qui demandent à être restaurés. Donc les émotions fortes, vous les trouverez. Courage à vous. Et merci Olivier. Merci à tous, bonne soirée, portez-vous bien. Au revoir.